Politique, économie, sport, société, culture, sciences, éducation, jeunesse, religion, technologie. Aucun sujet n'échappe au contrôle tentaculaire de la presse. De la dame du marché à la prise de décision du politique, en passant par l'étudiant plongé dans son activité heuristique, tout ce à quoi l'homme touche est objet de cible de la presse. Cet exercice légitime amène le législateur à définir un encadrement langagier et juridique de ce qu'il est convenu d'appeler liberté de la presse. Il y a une grosse confusion quand on parle de presse. On croit que c'est limite aux médias traditionnels ou structurels consacrés par la profession de journaliste. Non. La presse couvre tout, y compris les éditions de manuels scolaires, de romans, d'œuvres de l'esprit, tout court. Donc, en réalité, s'il fallait rentrer dans une compréhension globale de la presse, on parlerait de la dissémination de la pensée. Ce n'est pas le type qui dit il est journaliste, il écrit dans un canard, ou celui qui s'installe à la télévision pour parler, donner des nouvelles du monde. Non. L'enseignant, l'écrivain, l'éditeur, tous donnent des nouvelles en réalité. Si on a parlé de liberté de la presse, c'est en fait pour magnifier à la fois le principe, le dogme et la sacralisation de l'art de transmettre par tous les moyens. Toute personne, physique ou morale, exerçant dans une activité de fabrication ou de promotion d'une œuvre éditoriale, fait alors de la liberté de la presse. Limitons-nous dans un secteur assez précis de la presse, à savoir la communication sociale. C'est en fait de dire, selon le professeur Chanda Tomé, ce qui est et s'assurer de la vérifiabilité. C'est à la fois communiquer, renseigner sur ce qui est et s'interroger si ce qui est l'est effectivement, quand vous me posez cette question. C'est justement parce que on a ressenti le besoin d'apporter quelques précisions dans la panoplie de ce qui constitue le cadre des droits et des libertés, qu'on a pensé qu'il était nécessaire de normer spécifiquement, je ne dirais pas cette liberté, mais ce principe. Vous savez, quand on finit de rédiger la Charte des Nations Unies, les fondateurs, qui sont d'abord les puissances tutélaires de la Deuxième Grande Guerre, on se dit, mais au fait, il y a quelque chose qui va manquer. Donc il y a une disposition dans la Charte des Nations Unies qui précise qu'on va continuer à étendre, à renforcer, à renseigner, mais surtout à clarifier certaines notions de manière extensive ou de manière restrictive. Mais une certaine opinion développe une idée d'après laquelle le cadre médiatique ne semble pas suffisamment encadré
ou même organisés. L'organisation de la profession de journaliste incombe aussi à l'État. Donc, on ne peut pas, sur le fondement de ce que le métier, la corporation n'est pas organisée, dire qu'il faut taper sur les journalistes. En fait, quand vous dites qu'il faut taper, ça renvoie simplement à quelque chose qui est simple. C'est la politique pénale. Vous savez, la question fondamentale qui se pose ici, c'est, au-delà de la liberté d'expression, c'est quelle est la politique pénale ou quelle est la philosophie pénale au Cameroun? Est-ce que c'est une philosophie d'éducation ou c'est une philosophie de punition, voire de répression? Si nous considérons les faits depuis les indépendances, on arrive à la conclusion que la philosophie ou la politique pénale au Cameroun est une politique de répression. Il faut réprimer. C'est d'ailleurs pourquoi, entre autres, les peines alternatives, qui sont des peines d'éducation, qui sont prévues par le code adopté en 2016, le code pénal adopté en 2016, ne sont jusqu'ici pas mises en œuvre parce qu'elles permettent de dévier de cette politique-là. Beaucoup de confusions interviennent à ce propos. Je vous l'ai dit tantôt, la liberté de la presse renvoie pratiquement à la protection du principe de la libre opinion. Que chacun puisse s'exprimer, dire ce qu'il pense, quitte à ce que la société, les tiers, n'est-ce pas, en déduisent toutes sortes de conséquences, quitte à ce que dans l'ordonnancement de l'histoire de l'humanité, on puisse en tirer des sources à la fois positives et négatives pour la construction de normes nouvelles. Mais la liberté du journaliste, c'est tout à fait autre chose. Parce que là, on parle de quelqu'un qui a fait de la communication publique non plus simplement un art de la pensée, mais une profession, une dévotion à la fois matérielle, morale, structuralisée dans une espèce de statut, si vous voulez. Voilà, on dit, il faut le protéger, il faut sans doute lui laisser la possibilité de renseigner suffisamment. Parce que c'est pour ça qu'on dit, en fait, il y a dans la liberté des journalistes et la protection du journaliste l'esprit de l'acceptation automatique dans la société de quelqu'un qui joue le rôle de témoin. Il témoigne de manière circonstancielle. Il ne prescrit plus. J'ai vu, j'ai entendu, ça a été ainsi. Vous devez savoir, voici l'état des choses, voici l'état des lieux. Voici ce qui nous est arrivé. C'est là. C'est pour cela qu'il y a son réveil dialectique. Celui du dépassement de ce rôle de témoin et de compte rendu à celui ayant des connotations idéologiques, doctrinales et sectaires qui rentrent dans la provocation et à ce moment-là, c'est réprimé, c'est condamné. S'exprimer alors sur la scène médiatique suppose un réflexe juridique pour le professionnel de l'information, notamment la législation nationale, dont certains éléments sont liés à la législation internationale. Celui qui transmet alors l'information est un médiateur et peut prétendre à la dépénalisation des délits de presse. En revanche, la dépénalisation de presse ne veut pas dire un quitus ou un blanc-seing pour les journalistes pour dire tout et n'importe quoi. Ce que les mécanismes internationaux et les conventions qu'on a ratifiées demandent, c'est que ces délits de presse sortent du cadre pénal pour entrer dans le droit civil. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous estimez que vos droits ont été violés, vous avez été diffamé par exemple par un journaliste, ce que vous avez à faire, c'est qu'au lieu de le poursuivre pénalement, de le poursuivre sur le plan civil pour une compensation pécuniaire ou autre. Mais systématiquement réprimer le journaliste n'apporte rien, ne corrige rien.
au préjudice que vous avez subi. Donc c'est réparer un préjudice plutôt que de punir l'auteur du soi-disant préjudice. Comment poser un regard neutre, objectif, contextuel et bénéfique sur le profil de celui qui dit l'information? Pour Jacques Koukam, il faut toujours trouver une réponse favorable à la question tamie de Socrate. Est-ce utile ce que l'on détient comme information? Appeler la réflexion que vous faites sur la dépénalisation des délits de presse, à mon avis, pose le problème de l'usage de la parole publique. Et en posant le problème de l'usage de la parole publique, il faut bien s'interroger sur qui prend la parole dans l'espace public. Pour dire quoi, pour faire quoi, pour résoudre quoi. C'est la raison pour laquelle il est important que chaque personne qui prendrait la parole dans l'espace public se rassure de l'utilité de ce qu'il va dire ou écrire. Parce que la presse, comme on le sait, comme on le dit, dans tous les pays du monde, on le considère comme le quatrième pouvoir. Parce qu'effectivement, la presse, c'est un pouvoir. Et quand on parle de pouvoir, on peut faire intervenir au moins deux notions. Celle de construire, tout comme celle de détruire. Du coup, si on prend la parole dans l'espace public, qui devrait être encadré par l'État, qui forme, qui régule, qui dynamise et qui travaille à participer à la construction, soit d'une citoyenneté, soit d'un espace donné, il sera important que les écoles de formation soient à même de bien former ceux qui prennent la parole publique. Et pour ce qui concerne le journaliste ou les animateurs, il est bien important que celui qui va prendre la parole, celui qui va écrire, s'interroge toujours et il faut insister là-dessus, sur l'utilité de ce qu'il va dire. Est-ce que ce que je veux dire est utile? D'autres vous parleront du est-ce que c'est bien, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est juste? Mais davantage, j'insiste sur la notion d'utilité. Pourquoi est-ce que je donne telle information? Est-ce que toutes les informations sont susceptibles d'être relayées sur la place publique? Je pense que ça interpelle la responsabilité du journaliste, ça interpelle la responsabilité du citoyen, ça interpelle la responsabilité de chacun. Regardez ce qui se passe avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on partage tout. Dès qu'une information arrive, on la partage sans se poser la question de l'utilité. Parce que si on ne s'interroge pas, si on n'est pas responsable pour discuter intérieurement de cette question de l'utilité, on risque de détruire une société. En principe, quand vous prenez la parole, imaginez, vous prenez la parole sur quelqu'un, vous dites des choses sur une personne, rassurez-vous de ce que ça peut avoir comme impact sur la personne, sur sa famille, sur son entourage, sur sa communauté et parfois même sur le pays. Parce que quelquefois, les journalistes ne savent pas que les informations qu'ils donnent renvoient une image sur, prenons le cas du Cameroun, sur le Cameroun tout entier. Parce qu'il y a des questions qui engagent l'avenir de la nation, l'image de la nation, et on doit faire attention à cela. Maintenant, quant à ce qui concerne la dépénalisation des délits de presse, je laisse les juristes poser le problème. Je pense que le docteur Frédéric Faucan, en l'écoutant, a bien répondu à cette question-là. C'est-à-dire qu'on doit renvoyer les questions des délits de presse au droit civil. Et voilà, qui doit pouvoir gérer ça en termes de réparation et pas en termes de pénalisation. Mais maintenant, il est important que nos écoles, ou bien que l'État se rassure que ceux qui prennent la parole publiquement sont responsables, qui sont capables de discerner eux-mêmes d'ailleurs, ou tout au moins de discuter avec comment on appelle, j'imagine qu'il y a un comité au sein de chaque journal pour pouvoir discuter de ce qui doit être dit, de ce qui doit être écrit. Je pense que c'est important, sinon on fait des efforts et on va les détruire après parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas conscience de l'utilité de la prise de parole qu'ils ont dans l'espace public. L'opinion traduit ses besoins en connaissance, Gaston Bachela l'a précisé. Liberté de la presse suppose la transmission de l'information et pas des opinions, pour que chaque production éditoriale remplisse sa fonction de base de middleman, de courroie de transmission. Liberté du journaliste ou liberté de la presse, dans les deux cas,
Le réflexe à intégrer est de cultiver et se cultiver des textes en vigueur et de l'utilité de ce qu'il faut dire.